Maintenant, pour notre deuxième présentation de Jeunes Étoiles Montantes, on va écouter Mélanie Morin. Mélanie, elle a complété son doctorat en 2008 et est arrivée en 2010 au CRCHUS. Elle est dans l'axe inflammation-douleur et son expertise est en évaluation neurophysiologique de la douleur et elle s'intéresse au traitement de physiothérapie spécialisée pour la rééducation périnéale. Elle bénéficie d'une subvention des Instituts de recherche du Canada pour une étude clinique sur l'efficacité des traitements pour la vestibulodynie et une subvention de la International Continence Society pour étudier les traitements de physiothérapie chez les femmes présentant les lésions majeures des muscles du plancher pelvien suite à l'accouchement. Elle est membre du comité de pairs pour plusieurs organismes subventionnaires, tels que les IRSC, le FRQS, Conseil de recherche en sciences naturelles et Génie du Canada et la Fondation de la physiothérapie du Canada. Elle a un excellent rayonnement avec les médias de masse pour le recrutement de ses volontaires et aussi un très grand intérêt pour les résultats de sa recherche. Mélanie, merci d'avoir accepté de présenter. Je peux avancer avec ça. Oui, comme ça. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de venir partager mes travaux avec mes collègues, surtout après le panel d'experts de gens qu'on a eu ce matin. Donc, j'espère pouvoir un jour être à leur hauteur. Donc, changeons de zone. Je voudrais vous parler de mes travaux qui visent à mieux comprendre et traiter les douleurs et les problématiques urogynécologiques. Je pensais qu'il était bon de peut-être dire quelques mots sur mon cheminement parce que je suis physiothérapeute, donc peut-être que c'est pas naturel pour vous les problématiques urogynécologiques en physiothérapie. Donc c'est un champ de spécialisation de la physiothérapie parce qu'il y a des muscles squelettiques qu'on appelle les muscles du plancher pelvien qui sont situés à la base du bassin et qui sont responsables de la continence urinaire, anale, de la fonction sexuelle. Et ce champ de pratique-là de la physiothérapie se penche sur toutes les problématiques liées à ces muscles-là. Donc ma maîtrise, mon doctorat était orienté vers la pathophysiologie de l'incontinence urinaire avec le développement de certains outils de mesure, tandis que mon postdoc et des fellowships ont plutôt été orientés vers la fonction sexuelle et les douleurs gynécologiques. Pour finalement débuter ma carrière ici en 2010 au Centre de recherche et à l'Université de Sherbrooke dans une équipe qui était déjà prête à me recevoir en réadaptation et en neurophysiologie de la douleur également. Donc, les douleurs gynécologiques, la vulvodynie, qui est une douleur à la vulve, la dysparunie, c'est les douleurs dans les relations sexuelles. On parle d'une prévalence de 16 à 21% des femmes qui sont atteintes de ces problématiques-là. Si on regarde les chiffres qui sont présentés ici, on est forcé de constater que c'est des problématiques qui sont aussi importantes, aussi prévalentes que la lombalgie, l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, donc des problématiques qu'on entend très fréquemment parler là, dans le quotidien. Vous comprendrez que les douleurs gynécologiques, c'est pas quelque chose que les patientes vont se vanter d'avoir. Donc, une femme sur 5 a ces problématiques-là et on n'en entend pas parler. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'incidence est en augmentation. Je me suis particulièrement intéressée à la vestibulodynie provoquée dans mon cheminement parce que c'est une problématique qui touche particulièrement les femmes dès leur première relation sexuelle et les femmes jeunes jusqu'à la mi-trentaine. Je pense que je vais faire augmenter ce chiffre-là plus je vais avancer en âge. Donc, on va dire mi-trentaine pour être encore considérée jeune. Donc, c'est une vive douleur. Les femmes vont rapporter des sensations de brûlure, de déchirure, de coupure. Généralement, c'est une intensité importante là, de 7 à 8 sur 10, là, 10 étant la pire douleur. Elles ont ça dès les premières relations sexuelles ou peuvent le développer par la suite, et particulièrement chez les jeunes femmes, donc où la vie sexuelle prend une place très importante, donc une détresse psychologique, dépression, anxiété, atteinte à l'estime de soi, dysfonction sexuelle.
liées à la pénétration vaginale, mais aussi dysfonction sexuelle au sens large. Là, toutes les formes de problématiques sexuelles sont rencontrées chez ces femmes-là. Et tout ça découle, bien entendu, à des problématiques conjugales, relationnelles, qui prend une place très importante dans la vie des femmes atteintes. Donc, le diagnostic de la vestibulodynie provoquée. Vestibulodynie provoquée, vous aviez sûrement compris que vestibule était inclus dans le mot, donc douleur à l'entrée du vagin, dynie pour douleur, et provoquée, c'est-à-dire quand on touche à la zone. C'est le plus gros problème lié à cette condition médicale-là, c'est que c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, on peut émettre ce diagnostic-là quand toutes les autres conditions ont pu être éliminées, donc des problématiques d'infection, néoplasie, problématiques dermatologiques. Une fois que le médecin a pu éliminer les causes, là, on peut penser à se tourner vers un diagnostic de vestibulodynie et on va aller vers un test du coton-tige ou du Q-tip, ce qu'on va peser à l'entrée vaginale pour pouvoir provoquer une douleur qui ressemble aux douleurs dans les relations sexuelles. Un des premiers travaux le premier travail qu'on a fait au laboratoire, c'était de pouvoir mieux évaluer et documenter la sensibilité vulvaire, parce que quand on pense à développer des traitements pour cette problématique-là, l'important c'est de pouvoir évaluer si nos traitements ont un effet. Et le test du coton-tige, vous pouvez imaginer que ça dépend comment fort on pèse, comment vite on pèse. Donc, ce n'est pas un outil qu'on pouvait utiliser pour pouvoir documenter l'effet des traitements qu'on voulait développer. Donc, on a inventé un outil. Il n'y avait pas d'outils qui permettaient d'être assez sensible pour évaluer la sensibilité vulvaire sur le marché. On a tout simplement développé un capteur de force qu'on lui a donné une forme de coton-tige, et tout ça branché avec à une échelle visuelle analogue, numérique, connecté à l'ordinateur pour pouvoir prendre des mesures de seuil de douleur. Donc, seuil de douleur, c'est la pression à laquelle il y a un stimuli douloureux qui est provoqué, et le seuil de tolérance, c'est la plus grande pression possible qui est tolérée par les patientes. Et ce développement-là a permis de montrer que c'était un appareil qui était fidèle, valide et qui pouvait être utilisé dans nos laboratoires, et il est maintenant utilisé dans nos divers projets de recherche qui ont lieu dans le laboratoire présentement. Donc, vous vous questionnez peut-être sur les causes de la vestibulodynie provoquée. Pourquoi il y a autant de femmes qui sont atteintes de cette problématique-là? Il y a plusieurs causes, c'est méconnu. Plusieurs hypothèses sont présentement étudiées dans la littérature. Donc, des causes inflammatoires, prolifération des fibres C, des prédispositions génétiques, et ce serait en lien avec probablement certains récepteurs de testostérone qui fragiliseraient la muqueuse, d'où certains liens que vous pouvez entendre avec les contraceptifs oraux. Donc, c'est des hypothèses qui sont présentement sur la table. Douleurs neurogènes, donc on pourrait penser aussi que ces douleurs-là vont aller évoluer vers la chronicisation, au même titre que n'importe quelle douleur chronique qu'on peut avoir ailleurs sur le corps. Et nous, comme physiothérapeute, je me suis particulièrement intéressée aux problématiques liées aux muscles du plancher pelvien. C'est les muscles que je vous ai montrés précédemment. Donc, on s'est penché sur l'implication des muscles, étant donné leur localisation. Les muscles sont tout autour du vagin, donc c'était très plausible qu'ils pouvaient avoir une implication forte dans les douleurs, dans les relations sexuelles. On a comparé la morphologie et la fonction des muscles du plancher pelvien chez les femmes qui avaient ou non la problématique de vestibulodynie provoquée. Un des outils qu'on a utilisé et j'ai développé cette façon-là, cette expertise-là d'évaluer les muscles du plancher pelvien avec l'échographie 3D, 4D. C'est particulièrement intéressant pour les femmes qui ont des douleurs parce qu'il n'y a aucune insertion qui est nécessaire dans la cavité vaginale. Donc, la sonde reste en surface, donc ne provoque pas de douleur aux patientes. Et on peut pouvoir voir, si vous voyez la forme du muscle qui est comme un peu en V, là, donc on a la présentation vulvaire qu'on aurait dans un examen gynécologique.
Donc, on peut quantifier ces muscles-là en mesurant ce que les muscles font comme superficie, autant au repos ou à la contraction, parce que c'est des muscles squelettiques qui contractent. Et on a pu démontrer que la taille du hiatus chez les femmes qui avaient des douleurs était inférieure. Donc, ça suggérait une tonicité, des tensions au niveau de ces muscles-là. Et les femmes atteintes de vestibulodynie avaient aussi des problématiques à contracter ou à contrôler ces muscles-là. Donc, tout ça fait du sens, mais ça n'avait pas été étudié de façon claire jusqu'à maintenant. On a également voulu pousser notre compréhension en développant dans mes études postgraduées un spéculum qui permettait d'évaluer ces muscles-là parce que c'est des muscles un peu moins conventionnels qu'on n'évalue pas avec un dynamomètre de la main, vous comprendrez. Donc on a développé un spéculum comme dans les examens gynécologiques qu'on a muni de capteurs de force pour pouvoir évaluer les muscles et ça nous a permis de démontrer que les femmes, oui, l'échographie est une mesure indirecte des muscles, mais quand on les évalue avec une technique qui est directe, comme la dynamométrie, on a les mêmes résultats. Donc, il y a des tensions musculaires, une tonicité, des difficultés à contracter ces muscles-là. Et tout ça a mis la table à la conception ou le développement de nouveaux traitements pour les femmes qui avaient des douleurs dans les relations sexuelles atteintes de vestibulodynie. Je vais m'attarder un petit peu plus sur cette étude-là parce que j'en suis très fière. C'est une étude qui a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada et qui a réuni une grande équipe, là, autant ici à Sherbrooke, là, donc un partenariat entre la physiothérapie et plusieurs acteurs en gynécologie, en méthodologie, et également la même équipe à Montréal pour pouvoir évaluer justement est-ce que la physiothérapie peut être efficace dans cette problématique-là, considérant toutes les dysfonctions musculaires qu'on a trouvées auparavant. Donc, quand il y a une problématique de santé qui est aussi fréquente que la vestibulodynie et qu'il n'y a rien vraiment qui marche cliniquement, les gens se mettent à développer plein de sortes de traitements qui sont peu ou pas efficaces, mais les gens ont passé par le botox, les suppositoires de diazépam, la relaxation, toutes les stratégies de traitement pour la vestibulodynie. Je pense qu'on peut les retrouver dans la littérature, mais à l'heure actuelle, les traitements sont peu efficaces ou peu documentés. Un des traitements qui semblait être cliniquement intéressant, qui était suggéré dans les guides de pratique, même s'il y avait très peu d'évidence, c'était la physiothérapie. C'était un traitement qui était jugé pertinent par les cliniciens. Maintenant, fallait-il le valider au niveau clinique parce que c'est beau avoir une idée d'efficacité, il faut pouvoir le démontrer. Et l'idée du projet de l'essai clinique était de valider, d'évaluer l'efficacité de la physiothérapie en la comparant au traitement le plus fréquemment prescrit, qui est la lidocaïne. C'est un anesthésique qu'on applique localement, qui engourdit la zone. Donc, c'est le traitement de première ligne le plus fréquent et qui semble le plus efficace dans les traitements de première ligne. Donc, on a voulu se comparer à ce traitement-là. Et donc, l'objectif était de comparer et d'évaluer la physiothérapie, la lidocaïne pour la douleur, mais également pour d'autres variables secondaires comme les aspects qualitatifs de la douleur, la dysfonction sexuelle, détresse sexuelle, la satisfaction des patientes, puis l'impression de changement, si vous voulez. Donc, c'est un essai clinique que je vous présente aujourd'hui on avait estimé 212 femmes à travers 2 sites qui a été complété dans les délais selon les IRSC. Donc, on a pu évaluer ces 212 femmes-là. On avait compté un 20% d'abandon, mais vous allez voir tantôt qu'on a seulement obtenu 5%. Donc, on est bien fiers. Nos équipes ont très bien travaillé pour maintenir les patientes dans les études. Et on a pu évaluer la douleur, la fonction sexuelle, la détresse sexuelle, la satisfaction et l'impression de changement avec des évaluateurs qui étaient à l'aveugle. Les traitements qu'on a évalués, c'est la physiothérapie,
Il y a plusieurs modalités en physiothérapie. On a voulu se calquer à un traitement de physiothérapie qui était disponible, qui représentait la pratique clinique en physiothérapie, et on avait accessible des enquêtes ou des sondages auprès de physiothérapeutes experts pour voir qu'est-ce qu'ils réalisaient dans leurs locaux ou dans leur traitement. Et on s'est tourné vers ces modalités-là, donc l'éducation, les techniques manuelles pour pouvoir relâcher les muscles, le biofeedback, qui est un appareil qui montre l'activité musculaire aux patientes pour leur apprendre à contrôler leur musculature. Des techniques d'insertion, c'est principalement des dildos version médicale, si vous voulez, donc pour pouvoir faire des étirements, et aussi des programmes, des exercices qu'elle devait faire à la maison. Tout ça comparé à la lidocaïne, on a choisi le protocole qui était au coucher. C'est ce protocole-là qui semblait le plus efficace. Donc, on applique la lidocaïne sur un gaz et on le maintient pendant toute la nuit. C'est le traitement qu'on a voulu faire. Et voilà, 812 femmes ont été intéressées, 212 ont participé, et on a eu moins de 5% d'abandon dans nos traitements. La présentation clinique pré-traitement, c'est typique à ce qu'on connaît là, en clinique et dans les recherches actuelles, des femmes de 23 ans, une douleur de 7 sur 10, durée des symptômes, que ça fait environ 3-4 ans qui ont cette problématique-là. Principalement une vestibulodynie secondaire. Secondaire, c'est qu'elle développe la vestibulodynie des douleurs après des relations qui étaient non douloureuses. Primaire, elle les développe dès les premières relations sexuelles. Donc, notre variable principale, qu'est-ce qui fait notre bonheur de nos trouvailles, c'est qu'on a pu voir que les deux traitements étaient efficaces pour réduire la douleur. Donc, les femmes, suite à la physiothérapie et la lidocaïne, avaient une réduction de la douleur qui était supérieure au changement clinique minimalement significatif, et la physiothérapie était plus efficace des deux traitements. Donc, on voit un effet qui est important dans les traitements, et on est particulièrement content de cette réduction-là qu'on obtient, parce que si on consulte la littérature avec la vestibulectomie, qui est le traitement chirurgical de dernière ligne, qui semble être le seul traitement efficace jusqu'à maintenant, mais on s'entend tous, les experts s'entendent tous pour dire que c'est un traitement de dernière ligne, parce qu'on enlève une partie de l'entrée vaginale, donc c'est assez invasif. Donc, on obtient des résultats qui sont supérieurs à la vestibulectomie, donc on est content de ça. Et pour les autres variables, pour la qualité de la douleur, la détresse sexuelle et la fonction sexuelle, encore une fois, la physiothérapie, les deux traitements étaient efficaces, mais la physiothérapie était plus efficace pour pouvoir améliorer ces variables-là. La satisfaction des patients étant également plus grande en physiothérapie. 77% des patientes en physiothérapie ont vu leur douleur très fortement ou fortement améliorée, alors que seulement 38% dans le groupe lidocaïne. Donc, c'est un effet de traitement qui est important. Donc, la physiothérapie a pu être démontrée plus efficace que la lidocaïne. Là, les autres étapes subséquentes qui doivent être prises et qui sont présentement en cours au laboratoire, c'est de mieux documenter l'effet de ces traitements-là sur les autres variables comme le muscle, la sensibilité vulvaire ou les autres variables psychosexuelles d'intérêt. On se penche également présentement sur les prédicteurs de succès thérapeutique, chez qui quel traitement fonctionne le mieux pour pouvoir mieux guider la pratique clinique, et l'efficacité à long terme, maintenant à 6 mois ou 2 ans après les traitements, quelle est-elle? Donc, l'étude est présentement en cours, et on est également en train de peaufiner des analyses économiques de coût-efficacité, parce que même si un traitement est plus efficace dans la structure économique où on se trouve, c'est important aussi d'être pas seulement plus efficace, mais d'avoir un bon rapport coût-efficacité, et la dernière étape va être vers l'implantation de ces traitements-là à plus grande échelle dans la pratique clinique. Une autre problématique qui diffère ici, c'est on a travaillé activement au laboratoire, c'est les lésions importantes à l'accouchement. On a mené une étude, en fait, on s'est penché principalement aux avulsions des muscles du plancher pelvien. À l'accouchement vaginal,
Il y a un étirement des muscles du plancher pelvien d'environ 3,5 fois leur longueur initiale. Donc, c'est un étirement qui est majeur, surtout considérant que habituellement, dans les études in vitro, il y a des ruptures qui se produisent à 1,5 fois de leur longueur. Donc, c'est un phénomène. Chaque femme devrait être très fière de l'exploit qu'elle fait en mettant au monde un enfant. Donc, et c'est pas surprenant en même temps que 21 à 36% des femmes, cet étirement-là va résulter en certaines lésions importantes. Et une des lésions qui a été découverte dans les 10 dernières années, c'est une avulsion des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire c'est un détachement de ces muscles-là sur l'arcade pubienne. On voit un muscle qui est normal, ensuite un muscle où est-ce qu'il y a un détachement unilatéral et un détachement bilatéral de l'arcade pubienne. Donc, c'est des lésions importantes qui ont pas seulement la conséquence d'élargir l'hiatus, mais c'est également en lien avec des symptômes urogynécologiques comme l'incontinence, les prolapsus, des symptômes importants, de la douleur, et aussi les avulsions sont liées à un taux d'échec chirurgical pour les prolapsus très très haut. On parle d'environ 80% d'échec chirurgical quand les femmes présentent une avulsion. La physiothérapie dans les guidelines internationales, elle est reconnue comme étant un traitement de première ligne pour l'incontinence et les prolapsus. Donc, il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont confirmé que la physiothérapie était efficace, mais avec un muscle lésé à ce point-là, donc détaché d'un côté ou des deux côtés, est-ce qu'on peut espérer que la physiothérapie va être aussi efficace? Donc, ça a été, on a voulu faire une étude qui a été financée par le International Continence Society pour pouvoir faire une étude de preuve de concept. Est-ce que ce muscle-là, une fois détaché, est-ce qu'il est entraînable? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, en physiothérapie, où on se concentre au développement de nouvelles procédures chirurgicales? Donc, c'est une étude qui a été réalisée, un essai clinique randomisé pilote qui est bicentrique. Donc, on avait un centre qui était à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ici à Sherbrooke. Donc, on s'est concentré sur les femmes à 3 mois postpartum. On a recruté des femmes on les a évaluées, et il y avait des femmes qui avaient une avulsion et d'autres qui n'avaient pas d'avulsion, donc qui avaient des muscles intacts après l'accouchement. Les femmes avec avulsion ont été randomisées dans le groupe de physiothérapie ou le groupe standard, donc suivent les traitements standards avec leur médecin, tandis que les femmes qui n'avaient pas d'avulsion, pour pouvoir faire un peu notre contrôle, notre groupe de référence, ont aussi reçu la physiothérapie. On s'est concentré sur les femmes qui avaient un des facteurs de risque de développer une avulsion, donc forceps, âge maternel de plus de 35 ans au premier bébé. Le deuxième stade, soit rapide, moins de 30 minutes ou plus de 120 minutes, ou une lésion au 3e, 4e degré, là, où le bébé est en position occipito-postérieure. Donc, les femmes devaient présenter un de ces facteurs-là pour pouvoir participer. On établissait leur diagnostic d'avulsion avec 3 évaluateurs. Et ensuite, on évaluait leurs muscles. Est-ce que on mesurait l'air formé par le hiatus, donc ce que les muscles entourent, le diamètre antéro-postérieur et le diamètre latérolatéral. Et ceux qui étaient randomisés dans la physiothérapie recevaient 12 séances et les autres recevaient des soins usuels. On a basé nos traitements sur une étude clinique qu'on avait déjà fait quelques années auparavant sur l'efficacité de la physiothérapie pour l'incontinence urinaire postpartum, qui on savait était efficace. Donc, on a été vers un traitement semblable pour les femmes avec avulsion. Et voici notre échantillon. Donc, 16 femmes dans le groupe d'avulsion, 12 femmes dans le groupe standard et 26 femmes dans le groupe contrôle physio qui n'avaient pas d'avulsion mais qui ont reçu de la physiothérapie. Et ce qu'on a pu démontrer, je vous rappelle que c'était une étude de preuve de concept, on a pu voir que les femmes qui avaient de la physiothérapie était efficace pour améliorer leurs muscles, donc refermer leur hiatus au repos, la tonicité si vous voulez. Aussi, la physiothérapie était plus efficace que les femmes qui avaient eu un soin standard. Donc, on s'imaginait ça, mais c'était intéressant de pouvoir le confirmer parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait un changement qui était naturel, une récupération naturelle post-accouchement. Je vous rappelle qu'on est à 3 mois postpartum ici. Donc, maintenant, à la contraction, parce qu'on est intéressé par qu'est-ce que le muscle a l'air au repos, mais aussi comment il contracte. Donc, la physiothérapie a été efficace pour faire des changements.
chez les femmes qui avaient une avulsion ou qui en avaient pas, et c'était plus efficace que les femmes qui ont reçu aucun traitement. Donc, tout ça pour dire que, et même, un des faits importants, c'est que les femmes avec avulsion ont même eu un plus grand changement que les femmes qui faisaient la physiothérapie mais qui n'avaient pas de lésions. Donc, au bout du compte, cette étude-là a servi une étude de preuve de concept pour pouvoir dire que la physiothérapie, elle peut améliorer la morphologie des muscles chez les femmes qui ont une avulsion des muscles du puborectal si on les compare au traitement standard ou usuel. Et même les résultats suggèrent que c'est aussi efficace pour améliorer le muscle que les femmes aient ou non une avulsion, cette lésion-là importante. La suite de cette étude-là, c'est de pouvoir aller vers un essai clinique randomisé qui évalue maintenant les symptômes. Donc, on a pu démontrer que le muscle était entraînable. Maintenant, est-ce que ce muscle-là l'entraînement de ce muscle-là va mener à une réduction de l'incontinence ou des descentes d'organes? Ça reste à établir. Donc, je voulais terminer en vous parlant de quelques études en cours au laboratoire qui sont sur le point également d'être complétées. Tantôt, j'ai glissé un mot sur l'aspect pathophysiologique qui était multiple de la vestibulodynie provoquée, et j'ai doucement mentionné que peut-être que la vestibulodynie ressemblait à d'autres problématiques de douleurs chroniques. Donc, c'est un point qu'on a voulu se pencher parce que après avoir fait plusieurs études de traitement, on se rend compte qu'il y a des femmes qui répondront à rien, donc qui n'ont pas tous les traitements qui visent des causes locales, vulvaires, c'est pas efficace. Elles ont essayé des multiples traitements dans nos projets ou à l'extérieur des projets. Et il y a certaines patientes qui ne répondent pas au traitement. Nous, on s'est demandé est-ce qu'il y aurait une chronicisation de leur douleur, au même titre que d'autres conditions de douleur chronique, là. Et les indices qu'on avait qui nous portaient à aller de l'avant dans cette hypothèse-là, c'est qu'ils ont des seuils de douleur, donc plus anormalement bas, ailleurs sur le corps, donc pas juste au niveau de la vulve, mais quand on évalue au niveau du bras ou de la jambe. Et également, ils ont une plus grande co-occurrence de d'autres maladies chroniques, comme le syndrome de côlon irritable, fibromyalgie. Donc, on se penche actuellement sur l'investigation de est-ce qu'il y a une problématique au niveau des mécanismes qui contrôlent la douleur. Bien sûr, je fais pas ça seule. Je suis entourée de neurophysiologistes en douleur, Dr Marchand, également Guillaume Léonard, pour pouvoir évaluer est-ce que leur condition de vestibulodynie, est-ce que c'est lié à une chronicisation, est-ce qu'il pourrait avoir des déficits au niveau du système inhibiteur, c'est le système qui contrôle, qui aide à amoindrir les signaux douloureux normalement. Est-ce que les voies excitatrices, donc normalement on a des voies qui accentuent nos douleurs, est-ce qu'il y aurait une hyperactivité dans ces voies-là? Donc c'est l'objectif que nous tentons. On essaie d'investiguer ça davantage parce que ça a un impact important pour les traitements. Pensons par exemple quelqu'un qui a vraiment des déficits centraux de la douleur, peut-être que ces femmes-là ne répondraient jamais à une vestibulectomie ou d'autres traitements qui ont une cause ou qui vont adresser des causes locales de la problématique et qu'il faut aller vers des traitements plus centraux. Donc, une autre étude dans la même veine, dans la même perspective, on voulait investiguer un traitement qui ciblait les causes centrales de la douleur, donc la stimulation transcrânienne, pour pouvoir voir, parce que la stimulation transcrânienne a démontré certaines efficacités dans différentes conditions de douleur chronique. Entre autres, on a également vu dans la littérature une étude de cas qui montrait une grande efficacité de la stimulation transcrânienne pour la vestibulodynie provoquée. Donc, on s'est dit que c'était important d'aller vers ces traitements-là et de tenter de voir si l'efficacité de la TDCS, la stimulation transcrânienne, pouvait réduire les douleurs dans les relations sexuelles chez les femmes atteintes de vestibulodynie provoquée. Et finalement, la dernière étude qui s'apprête à débuter, celle-ci, on a accumulé un bagage de connaissances et d'expertise important pour le traitement des problématiques urogynécologiques en lien avec les muscles, les douleurs, la fonction sexuelle. Maintenant, on se sentait prête à aborder une population clinique plus complexe, donc les cancers gynécologiques qui représentent la moitié des cancers féminins. Le cancer de l'endomètre est le plus fréquent.
Et la majorité des survivantes des cancers, de par le cancer ou les traitements qu'elles ont eus, la radiothérapie, chimiothérapie ou chirurgie, la majorité des survivantes sont prises avec des douleurs et des dysfonctions sexuelles et elles sont délaissées à un vide thérapeutique dans le sens qu'il y a relativement peu d'options thérapeutiques efficaces pour elles en ce moment. Donc, souvent, elles vont vivre avec cette problématique-là sans avoir recours à des traitements. Et il a été démontré qu'elles avaient une perte d'élasticité, une sténose vaginale et combiner tout ça à des dysfonctions des muscles du plancher pelvien. Donc, on pense que les traitements de physiothérapie, considérant cette présentation-là clinique, pourraient être efficaces. C'est la première étude, à notre connaissance, qui va évaluer la physiothérapie chez cette population-là pour les cas de douleurs et dysfonctions sexuelles. Donc, c'est une étude pilote qu'on évalue l'efficacité des traitements en comparaison au traitement standard, là, qui est relativement des conseils, applications de lubrifiants ou des conseils de ce type pour les femmes qui ont des douleurs dans les relations sexuelles. Donc, c'est des études qui sont en cours. On espère être propulsées et continuer dans cette direction-là. Donc,